Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les leçons du passé. La production agricole a été très longtemps au cœur des préoccupations des hommes. 1. Le modèle européen d'exploitation familiale. Dans la grande diversité des structures d'exploitation et des systèmes de production qui coexistent dans le monde, l'Europe de l'Ouest et du Centre constitue un cas particulier. Des exploitations familiales de taille moyenne y sont apparues au début des temps modernes et s'y sont multipliées au XIXe siècle. Ces exploitations ont en général permis à une famille d'agriculteurs de vivre dans des conditions relativement satisfaisantes, compte tenu des critères de l'époque considérés. Leur dimension la plus courante a évolué au cours du temps, passant de 8 à 20 hectares au XIXe siècle jusqu'à 50 à 100 hectares à la fin du XXe siècle. Bien que de taille relativement modeste, ces exploitations pouvaient rentabiliser des machines agricoles simples et plus généralement mettre en œuvre le progrès technique le plus courant. Enfin, le mode de faire valoir, direct ou fermage, a en partie évité à ces agriculteurs les sujétions vis-à-vis des propriétaires qui ont longtemps pesé dans de nombreux autres pays. Les exploitations familiales s'opposaient aussi bien aux latifundia italiennes, espagnoles ou sud-américaines, qu'aux micro-exploitations asiatiques, ou encore aux exploitations pratiquant une agriculture temporaire dans l'Afrique subsaharienne. Seules les fermes nord-américaines présentaient des caractères similaires, notamment le mode de faire valoir et la prédominance du travail familial. Mais dès leur création, elles en ont différé par leur taille, très supérieure à celle des exploitations familiales européennes. Ces grandes dimensions pour l'époque expliquent l'utilisation très précoce de machines agricoles destinées à suppléer l'absence de main-d'œuvre. Quelles sont donc les causes qui ont permis l'émergence et la multiplication de ces petites exploitations familiales en Europe ? Pourquoi ce modèle d'agriculture a-t-il connu un tel succès ? Celui-ci peut-il se poursuivre au XXIe siècle, en Europe ou dans le reste du monde ? Comment s'est façonnée l'exploitation familiale européenne ? L'originalité de l'exploitation familiale européenne s'explique par un contexte historique particulier, dont a bénéficié cette partie du monde. Ce sont notamment l'affaiblissement de l'emprise de la noblesse sur la paysannerie. Dès le Moyen Âge dans certaines régions, les paysans commencent à secouer le joug de la dépendance qui les lie à la noblesse. Les corvées sont remplacées par des redevances en nature puis en argent. Les obligations d'utilisation du moulin ou du four banneau disparaissent. En France, les dîmes dues au clergé sont supprimées à la Révolution. Libéré de ses servitudes ancestrales les plus prégnantes, l'exploitant familial est devenu maître de son destin. Dans les régions de montagne, vallées des Alpes ou des Pyrénées, plateaux du Massif central ou de l'Allemagne, régions inhospitalières de la Scandinavie, l'absence ou l'éloignement du seigneur a aussi favorisé le développement de petites communautés villageoises relativement autonomes et composées d'un grand nombre de petites exploitations. Une paix qui s'impose peu à peu. Le relief compartimenté de l'Europe de l'Ouest et du Centre, ainsi que l'existence de pouvoirs royaux puissants, ont permis de repousser les invasions étrangères qui risquaient de remettre en cause la survie de ces communautés rurales. Ainsi, les grandes invasions ne pénètrent plus en Europe après le VIe siècle, les Huns sont définitivement chassés et les Arabes tenus à distance. Les Vikings s'installent en Normandie et cessent leurs exactions. Sauf dans les Balkans, les Turcs ne dépassent pas les rivages de la mer Méditerranée et ayant échoué devant Vienne en 1683, ils renoncent à conquérir l'Europe centrale. Il reste les conflits internes à l'Europe. Mais après les guerres de religion et la guerre de 30 ans, les ravages se font plus rares. Le monde rural peut vivre le plus souvent dans une tranquillité relative, à la différence de la plupart des autres régions du globe. Un espace agricole relativement peu densément peuplé au début du XVIIIe siècle, après les grandes épidémies de peste, les guerres et les famines des siècles précédents, le monde rural européen n'est pas très densément peuplé. Il l'est beaucoup moins en tout cas que les plaines de l'Inde ou de la Chine au climat, il est vrai très favorable à l'agriculture. La taille des exploitations agricoles est certes encore très variable, mais il existe cependant un nombre croissant d'exploitations d'assez bonne dimension économique, donc susceptibles de faire vivre une famille correctement si les terres sont bien cultivées. En outre,
les étendues de forêt, landes et friches sont encore importantes et offrent des opportunités pour des agrandissements. L'industrialisation naissante requiert beaucoup de bras, et l'exode rural débute donc très tôt en Europe, parfois dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cet exode se généralise au XIXe siècle. Il permet de desserrer la pression foncière qui étouffe beaucoup d'exploitations. Les éventuels excédents de population ont aussi la possibilité de quitter la vieille Europe, pour aller tenter leur chance dans le Nouveau Monde, où les terres disponibles semblent infinies. Les diverses catégories d'ouvriers agricoles, y compris lorsqu'ils possèdent une toute petite exploitation d'appoint, sont les premières touchées par l'exode rural. Elles sont suivies par les aides familiaux en surnombre. Cette réduction des excédents de main-d'œuvre sur des exploitations pas trop petites rend possible et parfois indispensable l'acquisition de quelques machines agricoles simples, comme les charrues Brabant, les faucheuses, les tarards ou les batteuses à vapeur. La disparition des paysans les plus pauvres rend aussi moins nécessaire le maintien en l'état des pâturages communaux peu productifs. Leur partage permet un accroissement significatif des exploitations et une réelle augmentation de la production. Ce phénomène prend certes beaucoup de temps. On peut rappeler qu'il est très précoce en Angleterre où l'on procède aux « enclosures » dès le XVIIe siècle, ce qui va permettre d'introduire l'agriculture intensive au siècle suivant. Les raisons du succès de l'exploitation familiale. L'exploitation familiale européenne a pendant plus d'un siècle été considérée comme un facteur de l'équilibre du monde agricole et rural. Ce type d'exploitation possède en effet des spécificités tout à fait intéressantes. L'exploitation familiale assure le plein emploi de la main-d'œuvre familiale, à la condition toutefois d'adopter un mode de production suffisamment intensif. D'où le développement de systèmes associant culture et élevage, céréales et plantes sarclées, prairies permanentes et fourrage artificiel. L'introduction du progrès technique y est possible avec des conditions de rentabilité acceptables. Après la Seconde Guerre mondiale, la mise sur le marché de tracteurs à essence de faible puissance, très maniables et relativement bon marché, a permis à beaucoup d'exploitations familiales de se moderniser à peu de frais. C'est dans un deuxième temps, lorsqu'il faudra s'agrandir et s'équiper avec du matériel plus performant que le recours au crédit s'imposera. Les revenus dégagés assurent des conditions de vie acceptables pour l'agriculteur et sa famille, même lorsque la taille de l'exploitation est relativement réduite. Une partie de la production est auto-consommée. Le reste, vendu sur les marchés locaux, sert à payer les impôts et à acheter quelques biens de première nécessité. L'exploitation dispose en général de quelques bois ou haies arborés qui lui fournissent clôture et chauffage. Une activité complémentaire non agricole est fréquente, au moins en hiver. Le travail, en bon père de famille, maintient la fertilité du sol sans dégâts significatifs vis-à-vis de l'environnement. Le travail est souvent rude mais il est accepté par tous. Dans chaque village, les exploitations familiales paraissent donc solides et leur avenir semble assuré pour longtemps. En outre, les différences entre elles sont relativement réduites. Ce type de société rurale, stable, équilibrée et conservatrice, reçoit le soutien des églises qui voient là l'unité de base d'un système social bien structuré sur lequel le prêtre ou le pasteur peut régner sans difficulté. Les gouvernements eux-mêmes y trouvent une base électorale intéressante, car fidèle et peu tentée par les extrêmes. L'exploitation familiale européenne a-t-elle un avenir ? Ce n'est pas sûr. Dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest, la disparition des petits agriculteurs se poursuit sans discontinuer depuis un demi-siècle. En France, cette diminution s'effectue au rythme moyen de 2,5 à 3% par an. Les terroirs les plus défavorisés, tels les régions sèches du pourtour méditerranéen ou les hautes vallées des montagnes, sont abandonnés. Mais pour l'essentiel, ces disparitions viennent agrandir les exploitations restantes dont la taille moyenne augmente sans cesse. Les plus grandes se transforment peu à peu en entreprises semi-capitalistes. Leurs responsables gèrent en effet un capital d'exploitation très important dont ils s'efforcent d'obtenir la rentabilité maximum. Ces grandes exploitations sont bien intégrées dans les systèmes agro-industriels. En revanche, les exploitations familiales qui subsistent encore face à ces entreprises peinent à se renouveler au changement de génération. Le système coopératif avait bien été créé pour leur permettre une meilleure défense commune.
Mais les coopératives agricoles grossissent elles aussi, et elles sont conduites à adopter les mêmes méthodes de travail que les entreprises privées. Il semble donc que l'exploitation familiale de taille moyenne soit destinée à disparaître de l'Europe du XXIe siècle. Peut-on imaginer qu'une génération d'exploitation familiale émerge dans d'autres pays du monde? C'est douteux. Prenons l'exemple des PECO et des pays de l'ex-URSS. Leurs nouveaux dirigeants n'ont guère fait d'efforts pour créer ou recréer des exploitations familiales de bonne dimension sur les ruines des exploitations collectives. Ils ont même plutôt cherché à préserver leurs grandes structures. Certes, ils n'ont pas toujours réussi. Car dans certains pays comme la Roumanie, la Bulgarie ou l'Albanie, les démembrements sauvages des fermes collectives se sont multipliés. Ils ont donné naissance à un grand nombre de toutes petites exploitations de 1, 2 ou 3 hectares. Ces millions d'exploitations ont-elles vocation à évoluer et à se transformer en véritables petites exploitations familiales? On peut en douter dans la mesure où la future adhésion de ces pays à l'Union européenne constituera pour ces exploitations un choc terrible et qui peut leur être fatal. De même, peut-on imaginer qu'une fraction des 16 millions de lopins individuels russes, certes quelque peu agrandis ces dernières années, deviennent de véritables exploitations? Là encore, l'incertitude est grande. Conclusion. Au début du XXe siècle et presque jusque dans les années 1960, la stabilité des sociétés agricoles et rurales européennes semblait assurée pour longtemps. Il est vrai qu'à l'époque, les transformations internes de ces sociétés étaient lentes et peu apparentes. Il n'en a plus été de même au cours du dernier tiers du XXe siècle. L'exode rural a pris des proportions inédites et inquiétantes. Le progrès technique a bousculé le fonctionnement des exploitations agricoles et les communautés villageoises autrefois bien structurées se sont disloquées. En France, certains professionnels, tels Michel de Bâtisse, ont cherché à accompagner ces transformations, mais aussi à les maîtriser, voire à les arrêter le moment venu. Leur but était de créer des exploitations agrandies, modernisées et dégager des contraintes foncières. Sur le plan collectif, l'objectif était de construire une société rurale prospère, solidaire et relativement égalitaire. Mais le processus, une fois lancé et orchestré en France par la JAC et le CNJA, ne s'est pas arrêté en si bon chemin. La concentration des exploitations s'est accélérée, leur spécialisation s'est accentuée et l'intensification des productions n'a plus connu de limite. Or l'équilibre d'une société structurée autour de l'exploitation familiale reposait sur d'autres valeurs, celle de l'entreprise à échelle humaine, de la diversité des productions agricoles et du respect des équilibres naturels. Tous les pays européens vivent ce même drame et sont dans l'incapacité d'en maîtriser le devenir. Même la Suisse est maintenant contrainte de renoncer à son marché fermé qui protégeait ses petites exploitations. En France, seules conserveront leur chance les moyennes exploitations disposant d'un créneau commercial permettant de bien valoriser des produits de qualité. En Allemagne, plusieurs régions subventionnent les exploitations qui assurent le maintien d'une densité minimum de population et la protection des paysages. Dans les pays méditerranéens, de nombreuses petites exploitations survivent encore grâce à la polyactivité. Mais il s'agit là des restes d'un passé révolu, ou d'îlots de prospérité dus à une rente de situation exceptionnelle. D'ailleurs, en règle générale, la Commission de Bruxelles n'a que faire de ces petites exploitations auxquelles la politique de recherche de la compétitivité ne peut s'appliquer. Référence. Jean Chombar-Delot et François Morvan, 1954. Les possibilités de la petite entreprise dans l'agriculture française, SADEP, Paris. Jean Chombar-Delot et Jean Poitevin, 1957, Gestion des exploitations agricoles, Duno, Paris. Michel de Bâtisse, 1963, La Révolution silencieuse, Seuil, Paris. 2. La passion pour la terre. Toute production agricole implique la disposition d'une certaine superficie de terre, sauf évidemment dans les modernes ateliers d'élevage industriel. Au cours des siècles passés et jusqu'à aujourd'hui, tous les paysans du monde se sont donc efforcés d'accéder à la plus grande surface possible de terre. Ils ont cherché aussi à pérenniser leur droit à la cultiver sans entrave. Enfin, ils ont tenté de réduire le coût de l'accès à la terre. Mais ces objectifs ambitieux se heurtent à des intérêts opposés et bien organisés. Pourtant,
Au cours de l'histoire, de nombreux gouvernements ont été amenés à intervenir en faveur des agriculteurs. Ces interventions n'ont souvent été que ponctuelles. Elles ont pu aussi constituer tout un ensemble législatif modifiant substantiellement les rapports entre les propriétaires et les exploitants, dans le cadre d'une réforme foncière. Enfin, lorsque ces bouleversements sont encore plus profonds parce qu'ils visent à éliminer les propriétaires non exploitants, on peut parler de véritables réformes agraires. Les modes de faire-valoir. On peut retenir 3 grandes catégories de modes de faire-valoir. La propriété collective du sol. Elle trouve son origine dans la communauté primitive, pratiquée par les groupes humains vivant de pêche, de chasse ou de cueillette. Elle s'est parfois maintenue après la sédentarisation de ces populations. Cette pratique subsiste dans les villages africains. Le chef des terres attribue à chaque famille et pour un temps, une parcelle dont la taille est fonction du nombre de personnes qui la composent. Lorsque le sol est épuisé, une autre parcelle leur est attribuée. En Europe, les anciens communaux étaient une survivance de cette propriété indivise de la terre agricole et forestière. Très importants au Moyen Âge, ils ont peu à peu fait l'objet d'une appropriation privée au cours des temps modernes. Ces communaux jouaient un rôle essentiel dans l'équilibre économique et social du monde rural. En effet, ils fournissaient aux paysans des terrains de parcours pour leurs animaux domestiques mais aussi du bois ou des litières. En URSS dès 1921, puis en Chine en 1956 à 58, la propriété collective du sol a été décrétée. En fait, la terre est devenue propriété de l'État qui l'a mise à la disposition des agriculteurs regroupés dans des kolkhozes ou des communes populaires. On était cependant bien loin des petites communautés primitives qui géraient souverainement les terres dont elles disposaient. Le faire-valoir indirect. Au Moyen Âge, la terre est propriété du seigneur qui y installe ses serfs moyennant tout un ensemble de sujétions comportant des prestations de services, les corvées et des redevances en nature puis en argent. Mais peu à peu, les paysans se sont affranchis de ces obligations et au début du XIXe siècle en Europe occidentale, le fermage et le métayage constituent l'aboutissement de cette évolution. Le fermage est une redevance fixe payée en nature ou en argent. À l'inverse, le métayage correspond à un partage de la production entre le propriétaire et le métayer dans des proportions définies dans le contrat. En France, le métayage a pratiquement disparu après la Seconde Guerre mondiale. Le faire-valoir direct. L'agriculteur qui est propriétaire de la terre qu'il cultive n'a pas de loyer à payer, et il peut vendre son bien comme il l'entend. C'est l'ambition de tous les paysans du monde. Aux États-Unis, le concept de propriété privée est même une composante essentielle de la citoyenneté. Et pendant longtemps, l'accès à la propriété privée fut le rêve de tous les émigrants arrivant aux États-Unis, en particulier s'ils voulaient devenir agriculteurs. La propriété du sol permet aussi aux paysans de se constituer un patrimoine qui ne sera pas soumis aux aléas de la conjoncture, et que, selon toute vraisemblance, il pourra transmettre en l'état à ses héritiers. Mais si ceux-ci sont nombreux, un partage s'imposera, sauf si les règles juridiques en vigueur permettent d'éviter la division des propriétés foncières. Cette crainte explique le maintien dans certains pays tels que l'Allemagne du Nord, du droit d'aînesse, lointaine survivance des pratiques féodales. Le faire-valoir direct a tout de même un revers. Il conduit à immobiliser d'importants capitaux qui pourraient être mieux utilisés ailleurs, par exemple sous forme d'avance aux cultures ou d'investissements productifs. En effet, le rapport du capital foncier est souvent faible, plus faible en tout cas que celui des autres capitaux investis dans la production agricole et surtout dans les autres activités économiques. La lutte pour l'accès à la terre. De tout temps, les agriculteurs se sont efforcés d'agrandir leurs exploitations, soit par achat, soit par location. En effet, l'agrandissement leur est longtemps apparu comme le moyen le plus sûr d'augmenter leurs revenus. À l'inverse, l'intensification apparaissait comme requérant beaucoup d'efforts pour des résultats fort aléatoires. Plus peut-être que l'augmentation de leurs revenus, c'est souvent l'accroissement du patrimoine qui a été le mobile qui a poussé les agriculteurs à acheter de la terre. Ce fut le cas dans la France rurale du XIXe siècle et du début du XXe, période pendant laquelle la passion pour la terre a atteint des sommets étonnants. La situation s'est modifiée
lorsque la mécanisation s'est généralisée dans les années 1950 à 1960. Les besoins de capitaux et l'accroissement de charges fixes qu'elle a entraîné ont conduit les agriculteurs à préférer louer des terres supplémentaires plutôt que les acheter et consacrer leurs ressources à l'intensification des productions. Mais la course à l'agrandissement a été tellement forte que le prix du foncier a tout de même fortement grimpé au cours des années 1960 à 1970. Par la suite, la diminution très rapide du nombre d'exploitations a permis aux agriculteurs de desserrer un peu la pression foncière sans pour autant renoncer à s'agrandir. En France, l'État est aussi intervenu pour faciliter l'achat de terres par les agriculteurs un peu trop à l'étroit sur leur exploitation. La création des SAFER en 1960 visait justement à faciliter et à organiser les installations nouvelles ou les agrandissements, qui pouvaient sembler justifiés au regard des critères de rentabilité et dans une moindre mesure d'équité. La réduction des droits de mutation pour les transactions s'effectuant par l'intermédiaire des SAFER avait les mêmes objectifs. Selon les régions et le contexte financier, les SAFER ont joué un rôle plus ou moins significatif dans l'accomplissement de cette mission. La pérennisation du droit à cultiver le sol. Si les propriétaires exploitants n'ont pas de raison de craindre une expulsion, il n'en est pas de même des fermiers et surtout des métayers. Au fil des siècles, ceux-ci se sont donc efforcés d'obtenir des assurances sur leur maintien sur les terres qu'ils exploitent. Leurs revendications ont pu se concrétiser dans des réformes agraires radicales. Elles ont pu aussi conduire à des avancées législatives successives, qui ont peu à peu réduit les droits des propriétaires au profit de ceux des locataires. Ces avancées portent sur la durée des baux, leur montant, leur renouvellement et leur transmission aux successeurs du fermier en place. En France, la loi sur le fermage et le métayage de 1945 à 1946 a constitué un moment fort dans ces avancées. Elle a pratiquement conduit à la disparition du métayage au profit du fermage. Elle a sécurisé les fermiers avec des baux d'une durée minimum de 9 ans renouvelables et transmissibles, sauf si le propriétaire désire exploiter lui-même ou installer un enfant. Le montant des fermages a fait également l'objet d'une réglementation stricte et d'un contrôle préfectoral. Évidemment, ces avantages accordés aux fermiers ont leur contrepartie. Ils ont accru la diffusion du système des pas-de-porte que doit payer le nouveau fermier en entrant dans les lieux. Ils ont conduit de nombreux propriétaires à vendre leurs terres dès que l'occasion se présente, par exemple en fin de bail. C'est ainsi que tous les ans, 200 000 hectares de terre quittent le patrimoine des propriétaires fonciers non exploitants et sont rachetés par des agriculteurs actifs. Or, c'est une opération qui est à double tranchant. Elle libère les agriculteurs de toute forme de sujétion vis-à-vis du propriétaire et elle leur évite de payer un loyer. Mais elle immobilise du capital et elle accroît le coût des soultes et des frais de succession. La réduction du poids du capital foncier. Pour les agriculteurs, il est de la plus haute importance de ne pas supporter des charges trop élevées du fait du capital foncier. La solution la plus élégante consiste à faire porter le capital foncier par un non-agriculteur, sans pour autant que celui-ci soit en mesure d'exiger un loyer excessif. En France, 2 solutions ont été utilisées. La première est celle du fermage familial. Lorsque les parents prennent leur retraite, ils gardent la propriété de la terre et la louent à celui de leurs enfants qui a repris l'exploitation. Ce dernier paye un fermage normal, qui améliore la retraite des parents sans obérer le compte d'exploitation du successeur. Mais cette solution n'est évidemment que temporaire. Au plus tard au décès du dernier parent, il faudra régler le problème de la succession. La seconde solution passe par la création d'un groupement foncier agricole, GFA. Il s'agit d'une société civile qui sera propriétaire de la terre, à charge pour elle de la louer à l'exploitant en place. Le plus souvent, cette société regroupe parents et enfants, voire petits-enfants. La formule est intéressante pour l'exploitant, mais beaucoup moins pour ses cohéritiers. En effet, ceux-ci ne peuvent pas mobiliser leur capital s'ils le désirent, sauf à convaincre leur frère ou leur sœur, qui est resté sur l'exploitation familiale, de racheter leur part au prix du marché. La création d'un GFA investisseur, c'est-à-dire rassemblant des capitaux apportés par des épargnants à la recherche d'un placement de diversification, est encore plus aléatoire.
car les revenus annuels sont faibles et surtout les parts sont extrêmement difficiles à céder. Après un bon départ, cette formule ne trouve plus d'investisseurs sauf dans le domaine viticole. Dans d'autres pays, les pratiques sont différentes. Par exemple, dans une partie de l'Europe du centre et du nord, le système du droit d'aînesse assure à l'exploitant l'accès au capital foncier avec des soultes réduites, sauf à souhaiter vendre la terre. De ce fait, le marché foncier est pratiquement inexistant ou se réduit à quelques ventes de parcelles. Dans l'Europe de l'Est et en Russie, l'éparpillement de la propriété du sol après la fin du système collectiviste et l'absence de marché foncier permettent aux grandes entreprises héritières des kolkhozes de conserver la terre en payant des loyers presque symboliques. La Chine et le Vietnam ont pour leur part adopté le système de la mise à disposition des terres à long terme avec possibilité pour les paysans de les transmettre à leurs héritiers. Conclusion. Au cours des siècles passés, les agriculteurs ont dû sans cesse batailler pour se libérer de l'emprise des propriétaires fonciers. Dans de nombreux pays, la législation a peu à peu été modifiée en leur faveur. Dans le même temps, ils ont aussi cherché à agrandir leurs exploitations afin de bénéficier des économies d'échelle et donc ainsi améliorer leurs revenus. Cette course à l'agrandissement se poursuit encore aujourd'hui. Elle n'a pas de fin. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les agriculteurs ont aussi pris conscience que le capital foncier, s'il était nécessaire au développement de leur activité, représentait une charge fort lourde. D'où des efforts pour s'en dégager ou en faire supporter le poids par d'autres. Différentes solutions ont été expérimentées avec l'appui du législateur. Les transactions ont été organisées, leur coût a été réduit, de nouvelles formes juridiques de portage du foncier ont été proposées. Mais les résultats obtenus ne sont pas toujours très concluants. En définitive, les pays où le prix de la terre est bas, les transactions faciles et le morcellement réduit, conservent un avantage incontestable sur ceux qui, comme la France et plus généralement l'Europe occidentale, supportent des contraintes foncières lourdes du fait des survivances du passé et de la persistance de la concurrence entre les agriculteurs, tous désireux de s'agrandir. Référence. Michel Dumont 1962 Ce que vaut la terre en France, valeurs vénales et valeurs locatives, Hachette, Paris. 3. La croissance exponentielle du progrès technique. Le progrès technique est un processus continu. Mais il fut longtemps très lent au point que les intéressés eux-mêmes n'avaient pas conscience des changements passés ou en cours. Le grand agronome Olivier de Serres lui-même, dans son Théâtre d'agriculture et ménage des champs, recommandait les pratiques agricoles qui lui semblaient utiles à une bonne conduite de son domaine du Pradel. S'il observait le retard considérable qui pénalisait les exploitations du voisinage, il n'a jamais fait mention des évolutions techniques qui s'étaient peu à peu imposées au cours des siècles passés. Pourtant le Moyen Âge fut une période qui connut des changements essentiels pour l'activité agricole. Par exemple, le collier d'épaule pour les chevaux, leur ferrage ou le palonnier ont permis d'améliorer la traction animale. De même l'introduction du moulin à eau puis du moulin à vent ont libéré une main-d'œuvre nombreuse et souvent servile. Après les lentes transformations des méthodes de travail au Moyen Âge, le début des temps modernes marque une première phase d'accélération du progrès technique en agriculture. Encore ce progrès est-il surtout marqué dans l'Europe du Nord qui très tôt a adopté l'assolement triennal et la charrue. En revanche, l'Europe du Sud avec son assolement biennal et le maintien de l'ARER a pris peu à peu un retard bien difficile à rattraper par la suite. Dans le même temps, la découverte de terres nouvelles et la multiplication des voyages au long cours ont permis l'introduction dans nos pays de cultures jusque-là inconnues mais promises à un brillant avenir, telles le maïs, la pomme de terre ou la tomate. La diffusion de ces nouvelles cultures fut certes longue et laborieuse. Mais elles ont progressivement permis une réelle amélioration de l'alimentation humaine. Elles ont aussi quelque peu bousculé les habitudes de travail dans les campagnes, et ainsi favorisé l'introduction des innovations ultérieures. Nous allons essayer de montrer ici comment s'est effectué ce processus du progrès technique, et notamment quel rôle ont joué les différents acteurs pour en faciliter la mise en œuvre. Progrès technique et accélération de l'histoire. Même si les Flandres ont dès la fin du Moyen Âge procédé à une intensification de leur production agricole,
Il est habituel de mettre en avant le phénomène des enclosures qu'a connu l'Angleterre au XVIIe siècle. La généralisation de la clôture des parcelles et l'appropriation privée des communaux ont conduit à la disparition de la pratique de la vaine pâture, au remplacement de la jachère par des cultures fourragères ou des plantes sarclées, et au développement de l'élevage dans les exploitations de grandes cultures. Profitant d'un apport plus important d'engrais naturels, les rendements et la production agricole ont augmenté sensiblement, rendant possible le démarrage de l'industrie anglaise dès le début du XVIIIe siècle. Certes, ces changements ont été réalisés à l'initiative des grands propriétaires auxquels ils ont largement profité. À l'inverse, les paysans pauvres ont été gravement pénalisés par la disparition des communaux et par l'interdiction de la vaine pâture. Ils ont été contraints de s'embaucher comme ouvriers agricoles, ou de quitter la terre pour aller travailler dans l'industrie naissante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.